Bonsoir et bienvenue à Parole à l'élu, édition du 10 décembre. En première partie, mon invité, M. Sylvain Léger. Et en seconde partie, on va pouvoir écouter en reprise l'entrevue que j'ai faite avec M. Mathieu Ravignan. Mais tout d'abord, M. Léger, bonsoir. Bonsoir. Et là, on va commencer en force. J'ai entendu quelques petits bruits de couloir concernant le terrain synthétique, une annonce qui serait faite vraiment sous peu. Est-ce que vous avez entendu les mêmes bruits que moi? Effectivement, les rumeurs qui se promènent dans notre secteur présentement, nous avons reçu des réponses du ministère. Nous sommes à préparer une conférence de presse qui va avoir lieu vendredi prochain à 10 heures. Donc, nous avons eu des nouvelles du ministère et c'est un petit peu ça que nous voulons mettre en lumière, là, tout le travail qui se fait dans ce projet-là, que ce projet-là est toujours vivant et tous nos partenaires à la table sont encore très impliqués. Donc, vendredi, nous allons pouvoir vous annoncer tout ça vendredi. Excellent. On a entendu les mêmes choses. C'est bon signe. On s'en vient sur un tout autre sujet. Vous en avez parlé lors de votre dernier passage avec moi ici à Parole à l'élu. La situation financière de la commission scolaire. Oui. Vous aviez abordé le mot « plan de redressement » Oui, qui a été adopté lors du dernier conseil des commissaires. Pouvez-vous en parler un peu plus de ce plan-là? Dans le fond, son objectif, c'est lequel? OK. Parfait. Juste un petit peu d'historique pour vos auditeurs. En entrée de jeu, le plan de redressement, nous avons reçu une permission l'an passé du ministère du MELS pour présenter un budget déficitaire. Si vous vous rappelez, on a présenté un budget déficitaire. Donc, avec ça, lorsqu'on a l'autorisation du ministère, on doit automatiquement présenter un plan de redressement sur 2 ans. Donc, le Conseil des commissaires, au dernier Conseil des commissaires, a adopté un plan de redressement qui est pour les 2 prochaines années financières. Donc, nous avons, avec le Conseil des commissaires, le CCG, toutes les directions de toutes les écoles, avons regardé un petit peu là, tous les dépenses, encore une fois, toutes les dépenses à la commission scolaire. Donc, dans un premier temps, il y a des demandes qui vont être faites dans ce plan de redressement-là, qui vont être faites au MELS. Exemple, tout le financement des intérêts sur les différents projets. Vous vous rappeliez, l'an passé, à l'été dernier, on a fait pour plus de 4 millions d'investissements là, en gymnase, en projets de décontamination, tout ça. Tous ces projets-là, tous les intérêts sont chargés directement à même la commission scolaire. Donc, on est à préparer des demandes au ministère de rembourser ces intérêts-là, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les infrastructures sont subventionnées ou financées par le MELS. Donc, il y a plusieurs étapes au point de vue administratif, des demandes au MELS, des correctifs qu'on veut faire. Et par la suite, tout au plan pédagogique, il y a aussi des façons de faire qui sont à revoir. Si on regarde tout le volet EHDA, donc toutes les techniciennes, toutes orthopédagogues, tout ça, toute la façon de déployer ces services-là vont devoir être revus. C'est sûr que c'est vraiment pour nous, là, à la commission scolaire, c'est vraiment une dernière place qu'on voudrait couper. C'est vraiment la volonté du conseil, c'est la dernière place qu'on doit couper, mais on doit revoir notre façon de faire, à déployer ces services-là. On est rendu là. Si on regarde présentement aussi, on fait des demandes au ministère année après année. Lorsqu'exemple, on investit toujours presque la moitié de plus de ce qu'on reçoit du ministère juste en EHDA. Donc, on est vraiment à revoir tous ces services-là. C'est une des grosses parties de notre plan de redressement. Dans le plan de redressement, on ne parle pas de remboursement des taxes scolaires. Non, non. Le plan de redressement est seulement pour résorber le déficit que nous avons présenté aux états financiers de l'an passé. Donc, c'est sur 2 ans. Toute la fameuse loi, lorsque vous me parlez de... C'est 2 choses. C'est complètement 2 choses. C'est un très bon point que vous apportez parce que ça a des impacts majeurs chez nous.
En plus, vous parlez de la loi 60, là, que nos députés, là, probablement cette nuit, ont dû, ou la nuit passée, qui ont dû passer pour revoir tout ça. Si on demande à la commission scolaire de faire des remboursements de taxes, ça veut dire un retour aux contribuables de plus de 2 millions qui est récurrent sur les 2 prochaines années. Parce qu'il ne faut pas oublier que la péréquation, c'est sur 3 ans. Donc, ça a des impacts majeurs pour la commission scolaire. C'est honnêtement, lorsqu'on regarde les finances de la commission scolaire aujourd'hui, avec les coupures qu'il y a eu dans le financement, c'est très, très inquiétant qu'on demande des retours de taxes à nos contribuables. C'est des sommes qui vont être, qui ne sont pas disponibles à la commission scolaire, donc qui va accroître le déficit, c'est sûr. C'est pas tous les commissaires. Dans le fond, le plan de redressement, corrigez-moi, je me trompe, n'a pas été adopté à l'unanimité. Certains commissaires ont exprimé des désarrois, des désolations, dans le fond, d'être rendus à ce point-là. Mais vous n'avez pas le choix. C'est la loi. Lorsque une commission scolaire, comme institution ou organisme public, on doit présenter année après année un budget équilibré. Certains de mes collègues, et avec raison, ne sont pas d'accord à revoir encore les coupures. Certains de mes collègues qui déplorent le manque de financement à la commission scolaire. Dans tout le réseau d'éducation, c'est des coupures de plus de 600 millions qu'on parle là. Ça, c'est pas unique chez vous. Non, c'est pas juste à la commission scolaire au cœur des vallées. Les retours de taxes, là, les augmentations de taxes qui ont été faites, c'est sur 64 commissions scolaires. Il y en a 60, si je peux me tromper d'un ou deux, là, mais il y en a 60 qui ont dû demander des augmentations de taxes. C'est pas pour rien. La péréquation qui était en place à ce moment-là, il y avait une raison de la péréquation. C'est tout le parc fiscal qui doit être revu. Lorsque la Fédération des commissions scolaires a eu des rencontres avec la ministre, la Fédération, depuis plusieurs années, demande de revoir tout ce modèle-là. C'est chose qui n'a jamais été fait. Donc, aujourd'hui, on vit là, qu'est-ce qui a été laissé. Donc, lorsque le gouvernement arrive et qu'il dit qu'il coupe la péréquation, ça a des impacts, là. Il faut refinancer ces sommes-là. Il ne faut pas oublier, la péréquation, c'est quoi? C'est le MELS qui venait injecter des sommes pour corriger les écarts de taxes dans les différentes municipalités. Donc, on vient l'an passé, encore une fois, on revient sur la taxe. L'an passé, on a mis un taux égal pour toutes nos municipalités. Donc, on parle certaines municipalités ont des augmentations de 10, 11 effectivement, et il y en a que leur taux a baissé aussi. Donc, on a rééquilibré. On a uniformisé le taux de taxe scolaire sur tout le territoire et cette année, il reste 2 tranches encore à être faites. Naturellement, si notre gouvernement nous laisse faire le travail ou si la loi va passer, la loi 60, parce qu'à ce moment-là, ça a des impacts sur les commissions scolaires. Et je vous dirais, c'est tout le réseau qui est remis en question. Tout le réseau scolaire qui est remis en question, le réseau des commissions scolaires, c'est très profond là, comme changement. On passe de sous à remodelage du territoire. Il y a certains parents qui sont pas très d'accord. Dans le fond, vous devez, des enfants d'école du Boisé, le père Boutadlet, vont être dirigés vers l'école Saint-Michel et Saint-Laurent. Oui. Pourquoi? Bien, en fait, c'est très, très simple. La capacité d'accueil à du Boisé, exemple en maternelle, je vous donne exemple de 2 groupes. Lorsque, exemple, si 2 groupes de 25 étudiants, donc notre capacité d'accueil, par exemple, est de 50, et nous avons 60 étudiants, jeunes enfants qui veulent rentrer à la maternelle, bien, on a un écart de 10, là. Donc, il y a eu des projets immobiliers majeurs autour de cette école-là. Le territoire est très vaste aussi, il va très loin. Tout l'Ange Gardien, le vol à voile, tout ce côté-là, présentement, tout dirigé vers du Boisé. Donc, année après année, là, ça fait quelques années, on se retrouvait avec des étudiants qui étaient un petit peu déplacés d'une école à l'autre. Donc, cette année, pour
remédier à cette problématique-là, on a fait des consultations publiques avec le comité de parents, avec les 3 différents CE. Il ne faut pas oublier, les 3 écoles touchées, c'est vraiment dans notre centre-ville Buckingham, l'école Saint-Michel, l'école Saint-Laurent et l'école du Boisé qui est touchée par ce remodelage de territoire-là. Donc, c'est tout un peu le bassin d'alimentation de ces écoles-là qui est tout revu. Donc, le bassin d'alimentation pour l'école du Boisé est un petit peu rapetissé pour vraiment qu'on réponde pour ne pas déplacer les jeunes année après année. Il y a des critères importants qu'on a décidé de travailler avec. C'est en fait la proximité de l'école. Donc, les jeunes, les enfants qui demeurent ou les adresses des familles qui demeurent dans ce territoire-là le plus près de l'école, on voulait favoriser, que ces jeunes-là aient la priorité vers l'école. Donc, ne pas vivre en face de l'école. Je suis un nouveau arrivant à Buckingham. Mes parents ont acheté une maison devant l'école du Boisé et je me retrouve à aller à Saint-Michel. Donc, on voulait vraiment favoriser la proximité de l'école. Limiter le transport scolaire aussi. Donc, on a vraiment réorganiser le transport scolaire pour que ça soit plus facile. Et le dernier, c'était vraiment maximiser nos groupes dans toutes nos écoles. Donc, les territoires ont été refaits. Les comités de parents ont été consultés, les conseils d'établissement ont été consultés. Je vous dirais vraiment une belle exercice où on a reçu plusieurs commentaires de parents qui sont venus nous voir en réunion. Et puis, on a pris ces commentaires-là et on a réajusté. Comme un des critères qui était demandé, c'était la fratrie. Donc, de vraiment... Frères et sœurs dans la même école. Donc, c'est quelque chose qui est très, très difficile à garantir parce qu'il ne faut pas oublier que si on accorde la fratrie, ça veut dire que ça a un impact pour les 6 prochaines années dans cette école-là. Donc, c'est le critère, je pense, qui n'a pas été retenu, mais nos directions d'école ont promis de travailler très, très fort lorsque c'était possible pour essayer de respecter dans la mesure du possible. Les autres critères aussi, les parents ont demandé qu'on revoie tous les frais de garde dans les écoles pour essayer, souvent dans une école, lorsqu'on a le 3e enfant, il y avait des prix spéciaux pour le 3e enfant. Donc, il y a une concertation des directions d'école qui vont être faites pour essayer de respecter ça. Ça apparaît dans nos résolutions. Et par la suite, tout le côté photo, tout ça, les parents, c'était des préoccupations de nos parents, donc on a vraiment... Parfait, c'est un sujet à suivre. C'est tout le temps qu'on a, je dois vous arrêter, mais très intéressant. Parfait. Je vous invite à venir nous voir pour en parler. Excellent. Et vous restez des nôtres après la pause, M. Ravignan, qui est venu nous voir dans les semaines précédentes à Parole à l'élu. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma 2e famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. De retour à Parole à l'élu pour la 2e partie de l'émission. On a M. Mathieu Ravignan qui est porte-parole du Conseil du Trésor, le position officielle, et député de Pontiac. Bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne seraient pas trop familiers justement avec la poutine politique, si je peux dire, un porte-parole du Conseil du Trésor, qu'est-ce que ça fait? Essentiellement, vous savez que le Conseil du Trésor au sein du gouvernement est responsable pour tous les paiements, aussi pour la fonction publique, le Trésor de l'État. Et donc, mon homologue, le ministre, c'est le président du Conseil du Trésor, qui est M. Clement. Aussi, le Conseil du Trésor impose des lois, des critères sur l'approvisionnement de l'État,
sur l'utilisation de l'argent de l'État. Donc, moi, je suis vraiment la personne, un peu le pitbull qui fait en sorte que le gouvernement dépense bien son argent, le fait d'une façon transparente et imputable. Donc, je suis là pour reste vraiment être certain qu'il y a un respect pour l'argent des contribuables. Vous avez mentionné le pitbull, je vous permets, vous avez sorti les dents justement pour le régime de soins de santé de la fonction publique qui a fait couler énormément d'encre. Les lettres ont rentré au bureau de député. Qu'en est-il de ce sujet-là? Est-ce que les retraités vont se voir couper? Vous avez assez montré les dents, si vous me permettez une métaphore? Pour l'instant, c'est une des raisons pourquoi on a travaillé si fort là-dessus, c'est qu'on voulait mettre la pression parce que ils n'ont pas décidé d'aller à l'avant encore. Donc, on s'attend que M. Clement va peut-être prendre une décision à la mi-décembre, peut-être avant de s'arrêter pour la pause de Noël. Et puis, on voulait mettre autant de pression pour lui démontrer que c'est vraiment mal pensé. Mais malheureusement, il n'a pas de l'air à vouloir changer d'idée. Mais évidemment, l'Association des retraités fédéraux ont mis énormément de pression sur lui. On a reçu des milliers puis des milliers de lettres. Les pétitions ont été signées. Et puis, mon bureau ainsi que les bureaux des députés de la région, on a organisé une rencontre avec ces gens-là à la cabane à bois à Holt. Et puis, ça a été un grand succès. Donc, on espère que le ministre va écouter et puis va penser à peut-être réduire les dépenses de l'État ailleurs que dans les poches des retraités. Il faut se dire qu'il y a beaucoup de retraités qui ont très peu de revenus. La moyenne, juste pour ce régime-là, d'un homme, c'est 27 000 par année. Puis pour une femme, c'est 21 22 000. On fait pas... on est en dessous du seuil de la pauvreté. C'est ça, exactement. Donc, il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas des gros montants. Et puis, il faut protéger la vie des gens. Peut-être que l'esprit de Noël va faire changer l'idée de M. Clement. J'espère. Je vous amène sur un tout autre sujet, le tristement célèbre Sénat. Mon Dieu, que ça a fait couler de l'encre. Il y avait les 3 sénateurs qui ont réclamé des dépenses dites injustifiées. Maintenant, sont suspendus, mais n'auront pas remboursé. Vous avez, l'NPD a martelé, je le redis une 3e fois, martelé de questions le gouvernement. Est-ce que vous croyez que ça va porter fruit, tous ces efforts, justement, pour l'abolition du Sénat? Bien, je pense que ce qui est important pour moi, c'est que c'est vraiment un abus de l'argent des contribuables. Il faut se demander, c'est comme n'importe quoi, est-ce que le ratio qualité-prix, je veux dire, est-ce que pour le Sénat, se justifie? Est-ce que c'est une institution qui fait son travail? Et puis, elle le fait de moins en moins. Elle est de plus en plus partisane. Et je pense que ça fait partie de quelque chose de sain d'avoir cette conversation-là dans la scène publique. Et puis, il y a de plus en plus de Canadiens qui se posent la question, bien, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais ce qui est essentiel là-dedans aujourd'hui, c'est le rôle du bureau du premier ministre dans tout ça. Et puis, je pense que les Canadiens ont raison de s'attendre que leur premier ministre soit honnête, que leur premier ministre soit clair à propos de ce qui s'est passé. Et puis, la réponse à nos questions a changé, je ne sais pas combien de temps. Donc, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a quelque chose de louche qui s'est passé dans le bureau du premier ministre. Il y a de plus en plus de ses employés qui sont impliqués, particulièrement à avoir caché le paiement à M. Duffy, au sénateur Duffy. Et puis, l'abus, évidemment, des autres sénateurs, c'est une culture qui fait partie du patronage. Il faut dire que c'est une chambre où le patronage est tout à fait courant. Et puis, il faut vraiment s'interroger sur le futur de cette institution-là. Justement, vous parlez des citoyens qui commencent lentement, mais sûrement à se questionner par rapport à ça. Certains membres du Parti conservateur, M. Bernier en tête, ont dit qu'il faudrait peut-être faire un référendum là-dessus pour avoir l'opinion des gens. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, il faut d'abord voir l'opinion de la Cour suprême. Il faut voir le processus, la constitutionnalité d'un référendum, de toutes sortes d'options pour soit réformer le Sénat ou soit s'en débarrasser complètement. On n'est pas là à un référendum. Je pense qu'il faut voir la décision de la Cour suprême. Mais nous, depuis, vous ne saviez peut-être pas, mais depuis 1932, même avant le NPD, quand on était le parti, le CCF,
on avait une position d'abolition. Dans le monde, il y a des États démocratiques qui fonctionnent avec une chambre, et puis on pense que c'est la meilleure chose et qu'il est possible de le faire. On verra comment. C'est le mécanisme qui n'est pas clair. Une histoire à suivre qui risque encore de prendre quelques temps. Définitivement. Vous avez déposé un projet de loi dont la première lecture a été faite le 2 mai, le projet de loi C-505, portant, et là je cite, sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? D'habitude, il y a une première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, ce qui peut être quand même long. Où c'est rendu tout ça? Bien, pour l'instant, il y a une petite pause parce que le gouvernement, il y a une prorogation. Donc, le gouvernement, ça ne touche pas. La prorogation ne touche pas les projets de loi émanant des députés, mais le calendrier de la Chambre est sous le contrôle du gouvernement, en négociation avec l'opposition officielle. Mais le gouvernement a d'autres priorités que l'imputabilité puis la transparence. Ce projet de loi-là, il faut dire, les fonctionnaires sont les mieux placés à dénoncer des malfaiteurs, des actes de malfaisance à l'intérieur de la fonction publique et à l'intérieur du gouvernement. Et puis, il faut protéger ces gens-là. Il faut s'assurer que ces gens-là peuvent divulguer, peuvent nous dire qu'il y a quelque chose de louche qui s'est passé, de non éthique, avec l'argent des contribuables. Et mon projet de loi va bonifier cette protection-là pour eux. Et puis, va s'assurer qu'ils vont se sentir plus confortables de venir de l'avant. Il y aurait moins de représailles. Par exemple, souvent, on perd notre emploi parce que ça crée une situation de conflit au travail. Il faut protéger ces gens-là, puis on a l'intérêt de le faire, le public a l'intérêt de le faire, parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce que notre gouvernement fait, surtout dans des situations qui ne sont pas éthiques. Si je comprends bien, on peut parler de la dame qui a dénoncé les abus dans l'assurance-emploi. Oui, tout à fait, c'en est une, Sylvie Terrien. Vous parlez de Sylvie Terrien, oui. Et puis, il y en a d'autres aussi qui, dans le passé, ont été très maltraités après avoir dénoncé des faits comme ça. Ce sont des faits importants. Vous avez mentionné le mot transparence à quelques reprises depuis le début de l'entrevue. Pourquoi est-ce que c'est si important pour M. Mathieu Ravignan? Bien, c'est si important tout simplement parce que je suis un démocrate. Je crois à la démocratie. Je pense que le pouvoir vient du peuple. Mais le problème, c'est qu'il y a une tension dans la politique entre le pouvoir des élus et le pouvoir du peuple. Et puis, dans le mandat des conservateurs, la concentration du pouvoir politique, surtout dans le bureau du premier ministre, est sans précédent dans l'histoire du Canada. Et ça, c'est malsain. Et pour être capable de remettre les choses un petit peu en place, il faut donner au public, au peuple, le pouvoir de savoir d'abord des choses sur le gouvernement. Et puis, je ne sais pas si vous saviez, mais la demande à l'accès à l'information, qui est une simple demande que tout citoyen, journalistes en particulier, qui ont un très grand rôle à jouer dans notre démocratie, ils font une demande tout simplement pour avoir de l'information qui pourrait être sensible. Ce délai-là, parce que c'est important d'avoir des bonnes informations aussitôt que possible pour une histoire importante, ces délais-là sont de plus en plus longs. La qualité de l'information qui est donnée est de plus en plus barrée en noir, en encre noire. Ça rend la tâche des journalistes et du peuple très difficile pour assurer que le gouvernement est démocratique. Je vous amène dans un sujet qui est un peu plus régional, si je peux dire. Vous avez interpellé la direction du CN, le train, les ministres concernés. La mobilisation de la MRC de Pontiac concernant le démantèlement de la voie ferrée. Ça s'est passé cet été, on est au mois de novembre. Qu'est-ce qui a amené? Bien, c'est incroyable quand les gens se tiennent debout, tiennent quelque chose à cœur et puis se mobilisent. Avec les retraités fédéraux, la campagne est incroyable. Avec la MRC de Pontiac, la campagne est incroyable. Ils ont barré les travaux. Ils ont fait, évidemment, ce n'est pas à moi de juger leur méthode. C'est eux qui ont choisi les méthodes qu'ils veulent. Ce n'est pas à moi de nécessairement être d'accord ou en désaccord, mais je respecte le fait que les gens se mobilisent et y croient. Et cette situation-là, c'est un conflit entre les besoins d'une compagnie, évidemment les besoins
de rentabilité d'une compagnie, de profit d'une compagnie et d'une communauté qui a besoin de garder son infrastructure. Une communauté, il ne faut pas se le cacher, le Pontiac, c'est la municipalité la plus pauvre au Québec. Et de démanteler l'infrastructure qui pourrait aller chercher des investisseurs. Quand des investisseurs veulent venir dans une région, ils veulent savoir qu'il y a une infrastructure. Enlever le rail dans cette région-là, ça pourrait mettre en danger une croissance économique qui est importante et la création d'emplois qui est importante. Elle se sentit visée et puis elle a donc réagi. Je leur ai donné mon support. J'espère que c'est en avant des cours présentement. On verra qu'est-ce qui serait la conclusion. De nombreux dossiers à suivre avec vous. Tout à fait. On passe à quelque chose de vraiment plus léger. Vous enseignez le karaté gratuitement, corrigez-moi, je me trompe, aux enfants à Wakefield, vous le faisiez avant l'élection. Oui. Vous le faites encore maintenant. Oui. 2 petites questions. 1, pourquoi vous avez continué? Et 2, où vous trouvez le temps de faire ça? Ah, bon, 2 excellentes questions. La première, c'est que pour moi, le karaté a été fondamental dans ma formation. J'ai eu des moments difficiles quand j'étais adolescent à l'école, etc. Et ça m'a vraiment donné la discipline à poursuivre, à aller à l'université. Et donc, je veux redonner cette discipline-là, cet amour d'un art et d'un sport qui donne beaucoup de confiance aux jeunes. Et puis, donc, c'est la raison pourquoi je le fais à but non lucratif. Et parce que mon instructeur aussi le fait à but non lucratif. Et puis, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et puis, j'ai pu faire ces cours-là à un très bon prix. Et puis, ça m'a changé, vraiment, ça m'a changé la vie. Donc, j'aimerais offrir ça à la communauté. Un redonner au suivant. Exactement. Et puis, comment je trouve le temps? Bien, ça, c'est plus difficile, mais heureusement, c'est tôt le samedi matin. Et puis, il n'y a rien de mieux un samedi matin que de se lever et faire un entraînement avec des enfants. La discipline de se lever. Oui. Excellent, M. Ravignon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est tout le temps qu'on a, mais je vous réinvite à venir vous asseoir en avant de moi, jaser des nombreux dossiers qui sont en suspens, si on peut dire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été encore avec nous ce soir et on se reparle la semaine prochaine.